Voilà, coucou, nous sommes en direct donc de la Cadbreil où bientôt va se dérouler donc ce conseil municipal. Voilà, les conseillers municipaux, le maire et les adjoints sont derrière moi. C'est en public bien entendu, donc je vous laisse regarder un petit peu l'installation et on passera directement à ce conseil municipal qui, je vous le rappelle, est entièrement concerné, ou en tout cas très une très grosse partie qui concerne la place Brancion et la maison Guidi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et un petit peu de bruit, hein. J'espère que le son est bon, hein. Allez, je vous laisse en compagnie du conseil municipal et je pense pas que je reprendrai la parole tout à l'heure, donc on coupera directement, hein. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. Je sais pas si elle a fait ou pas. Moi, j'ai passé quand même de regarder dans les dossiers parce que c'est quelqu'un qui avait fait et si elle pouvait faire ça mon oui, là, il y en a 3 qui restent là et dans la semaine européenne, ça marche. Oui, c'est ça. Mais j'espère qu'elle va relancer. Mais au moins, de voir qu'on a fait en place
Bon, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur cette séance ordinaire du Conseil municipal. Je vais commencer par procéder à l'appel des présents. Monsieur Laurent Sébastien, présent. Madame Rossi Audrey. Présent. Monsieur Jordan Daniel. Présent. Madame Alavena Marie. Présent. Monsieur Guido Thierry, non présent, mais qui ne devrait pas tarder. Madame Valkoviak Marilène. Présent. Madame Benoît Paulette. Présent. Monsieur Ray Paul. Présent. Monsieur Wolfers Herbert. Oui. Madame Boetti Karine. Madame Bonnet Julia et Monsieur Maurice Jérôme qui étaient à attendre une réunion sur le pastoralisme et le loup et qui vont arriver d'un instant à l'autre. Ils sont là tous les deux alors. Monsieur Frécourt Francis. Présent. Madame Ida Geneviève, excusez, me donne procuration. Monsieur Lefebvre Renaud. Présent. Madame Sauve Isabelle. Présent. Monsieur Hyper André. Présent. Monsieur Braun Michel. Présent. Et Madame Gastaldi Daniel. Je vais faire passer la feuille du règlement. Alors nous allons commencer avec les décisions valant délibération que j'ai prises en vertu de l'article L2122-22 du Code des communes. Donc la première convention, c'est une mise à disposition d'un local place Brancion à l'association Titre Provisoire Section Danse. Ça a été donc une convention signée le 25 juin. Donc ça concerne un local situé au deuxième étage du presbytère. Donc c'est quelque chose qui avait été décidé précédemment et qui a été entériné. Donc c'est une location qui est consentie à titre gratuit. Ensuite, c'est une convention pour l'acquisition d'ouvrages. Donc, c'est une bande dessinée qui doit être réalisée sur le thème de la bataille des Alpes et plus généralement sur le thème de la ligne Maginot et qui consacrera une partie de ces planches à la commune de Breil-sur-Roya et à un certain nombre d'ouvrages fortifiés de la commune de Breil-sur-Roya. Et donc, ce qui était proposé dans cette convention, c'était que la commune faisait l'acquisition de 200 exemplaires de cette bande dessinée à 11,83 €, ce qui fait 2366 € payés sur 3 ans. Et ces BD, nous pourrons les revendre dans le cadre soit de l'office de tourisme, soit du camping, à un tarif de 7,90 €. Donc sur le coup, c'est une dépense qui était calée dans le temps et qui devrait être au mieux amortie, au pire amortie et au mieux générer un excédent pour la commune. Ensuite, nous avons une convention de mise à disposition de locaux à l'association Canoë-Kayak Club de la Roya. La convention donc, est acceptée pour la mise à disposition de locaux situés au rez-de-chaussée de l'ancienne salle de musculation à Breil-sur-Roya, c'est-à-dire à côté des bâtiments des services techniques. Elle est consentie pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction et à titre gracieux. Quatrième point, c'est un avenant à la convention de reconduction de location d'un gîte à M. Venturelli Eric. Donc c'est un renouvellement de cette location du 1er août au 31 août pour un loyer de 400 €, toutes charges comprises. Une convention de location d'un gîte à Mme Claudette Roy, la convention acceptée pour du 29 juillet au 30 juillet, donc pour une seule nuit, et le montant de la location était de 33 €, toutes charges comprises.
Nous avons ensuite une convention de mise à disposition de personnel entre le budget principal de la commune et le budget annexe du camping. La convention est consentie pour la mise à disposition de personnel à compter du 1er août pour une durée indéterminée. Le travail de ce personnel est géré par le directeur du camping municipal. La rémunération des salaires, les charges et autres participations annexes sont payées par la commune et ce montant est remboursé par le budget annexe du camping et imputé en recettes sur le budget principal de la commune. Donc c'est la directrice du camping qui est payée sur le budget principal et donc qui est compensée par un versement en provenance du budget camping. Et ça concerne d'ailleurs les autres agents du camping. Ensuite, la 7e, c'est un arrêté municipal qui annule et remplace le précédent pour la création d'une régie de recettes pour l'exploitation du camping municipal. La présente décision annule et remplace l'arrêté du 3 juillet 2020 et concerne la création d'une régie de recettes auprès du service du camping municipal de Breil-sur-Roya. Une régie donc qui fonctionne du 1er janvier au 31 décembre en caisse divers produits, location d'emplacement, location mobil-home et chalet, services en option, location de matériel et vente de boissons. Une convention de location d'un appartement à monsieur Jean-Luc Ritter. Donc ce sont des agents de l'entreprise ACBTP auxquels nous avons loué le gîte. Donc il y a monsieur Jean-Luc Ritter et puis il y en a une autre pour monsieur Gabriel de Sousa Ramos qui ont donc loué du 3 août au 7 août pour un montant chacun de 125 €. Une convention d'usufruit de la parcelle cadastrée section 699 700 701 du parking de Pertus. Donc c'est une convention pour permettre à monsieur Bernard Abdi d'exploiter les oliviers situés sur cette parcelle. Et donc c'est une convention consentie à titre gratuit à compter du 1er août et pour une durée de 3 ans. Ensuite, il y a eu 2 avenants à la convention de location du gîte aux 2 agents de la CBTP que j'ai évoqué, M. Jean-Luc Ritter et M. Gabriel de Sousa Ramos, puisque ça a été ensuite renouvelé du 10 août au 28 août, donc toujours cette location du gîte, et donc pour le même tarif de 125 €. Une convention de mise à disposition d'un emplacement à titre gracieux au camping municipal. Donc c'est la convention qui a été acceptée pour laisser un emplacement qui n'en est pas vraiment un pour que M. Oleg Kovtun puisse maintenir sa caravane et continuer de vivre à cet endroit-là en attendant de pouvoir se trouver un autre logement. Donc c'est une action, on va dire, dans le cadre de nos missions sociales. Donc la location est consentie à titre gratuit et sans aucune contrepartie. Et enfin, 14e et dernière délibération, c'est l'occupation d'un emplacement du domaine public communal pour une activité commerciale. Donc ça concerne le nouveau snack crêperie La Petite Pause, représenté par Madame Comito, donc pour le 1er août au 31 décembre, qui a la possibilité donc d'occuper la partie du trottoir qui se situe devant son commerce avec une occupation du domaine public pour un montant de 43,75 €. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de ces décisions valant délibération? Non, pas de questions. Nous passons donc à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal de la séance du mardi 28 juillet 2020 qui était donc consacrée au budget. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Aucune, il convient à tout le monde. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de retirer le premier point qui figurait à l'ordre du jour. Alors en réalité, il s'agissait d'une décision modificative budgétaire qui avait été demandée par la trésorerie parce que dans ce qui avait été fait au budget, le budget était équilibré, mais il était nécessaire de faire en sorte que les recettes d'investissement couvrent le montant des remboursements d'emprunt. Donc ce n'était pas le cas, ce qui va nécessiter, puisque du coup on ne le fera pas aujourd'hui, on le fera ultérieurement, ça va nécessiter un rééquilibrage et donc il y a un certain nombre de dépenses de fonctionnement qui seront enlevées et qui passeront en recettes d'investissement pour permettre cet équilibre budgétaire là. Donc il y a eu des discussions avec la trésorerie et en plus il y a eu une anomalie de logiciel
qui n'est pas du tout de notre fait, qui fait qu'il y a aussi une autre décision modificative budgétaire qui est à faire sur le budget principal la dernière fois. Donc, pour nous occuper de tout ça posément et nous laisser le temps de faire les derniers échanges avec la trésorerie sur le sujet, nous retirons cette délibération et nous le ferons au prochain conseil. Et nous en arrivons au sujet principal de notre rencontre de ce soir, qui est la délibération autorisant l'acquisition de la maison de Guidy et les demandes de subventions correspondantes. Alors, nous avons convoqué ce conseil municipal relativement rapidement, parce que nous avons appris la semaine dernière que nous devions déposer le dossier de demande de fonds Barnier avant le 4 septembre, donc avant vendredi. Et donc nous avions déjà la plupart des documents constitutifs du dossier. Il nous manquait essentiellement les attestations d'assurance des propriétaires. Nous avons pratiquement toutes récupérées et donc les dernières vont arriver sans doute demain. Et il nous manquait un élément en particulier, un document, c'est la délibération du conseil municipal autorisant cette acquisition. Donc, je vais vous proposer de voter pour acheter la maison Guidy pour un montant s'élevant à 1 95 240 € hors taxe, ce qui comprend donc la valeur vénale de l'entité foncière et l'indemnité de remploi. La demande d'aide de l'État, que nous allons voter séparément, porte sur 100% du coût, donc nous demandons 100% du coût pris en charge par l'État au titre des fonds Barnier, ainsi que sur les frais afférents, soit les frais de notaire que nous prévoyons au cas où, même si nous avons dans l'idée de procéder par acte administratif, ainsi que nous l'a conseillé Madame Véran, et les intérêts d'emprunt contractés pour cette acquisition. Donc, vous avez eu le détail des montants que nous allons verser aux différents propriétaires de l'immeuble Guidy. C'était donc une offre qui avait été faite sur la base d'une évaluation des domaines qui avait été acceptée à la fin du mandat précédent. Et donc leur accord qu'ils avaient donné à l'époque est toujours valable aujourd'hui et nous permet, cette fois, ça avait échoué il y a pas mal d'années en arrière, cette fois ça nous permet de voter pour acheter cet immeuble Guidy, en vue bien sûr de le démolir. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Monsieur Libert. Oui, une petite remarque concernant la date, 4 septembre. Vous avez distribué à tous les conseillers municipaux le courrier que j'avais reçu le 27 septembre 2019. Il y a eu une erreur dans l'année, on avait fait rectifier. Et il nous donnait un an. Donc un an, c'est le 27 septembre 2020. Donc, je suis surpris que ce soit le 4. Les services de la préfecture étaient eux-mêmes surpris parce qu'ils m'ont dit on ne comprend pas, d'habitude c'est toujours fin septembre. Voilà, oui. Bon. À partir du moment où ils acceptent qu'on dépasse cette date et qu'on ne soit pas pénalisé de ce dépassement. Là on ne va pas la dépasser, puisqu'aujourd'hui on est le 2, oui, et donc le dossier sera déposé normalement avant vendredi. On ne va pas le dépasser, mais. On est sur le fil. Oui, on est sur le fil. On est sur le fil, mais on a c'est le résultat d'un très long travail, je le rappelle, qui a pris 4 années, au cours de laquelle nous avons d'abord, avec l'aide de la CAF a joué un rôle important puisqu'elle nous assistait, elle avait accepté l'assistance maîtrise d'ouvrage. Précédemment, c'était le département, mais elle avait refusé par cette fois-ci, donc nous sommes dit de retourner à la CAF. La CAF l'a accepté, c'est elle qui finalement a financé l'étude, donc c'est pas à la charge de la commune. Nous avons aussi, il faut le reconnaître, très bien travaillé avec en particulier une sous-préfète, Madame Gwenaëlle Chaput, qui a tapé du poing sur la table pour que le dossier avance le plus rapidement possible. Il faut reconnaître aussi que la CAF, avec son directeur général des services techniques, M. Michelet, qui est ingénieur par ailleurs géotechnicien, donc qui a apporté sa compétence, je dirais, technique. Tout cela, ça a concouru, on est un alignement des planètes, façon de parler, tout cela a concouru à ce qu'on arrive, avant la fin du mandat, à ce que, suite à une réunion, on ait ce chiffrage-là. Je rappelle qu'il y a déjà eu 2 chiffrages précédemment. Le premier, de souvenir, c'est dans les années 2012. Marie-Lou, tu te rappelles, c'était autour de 250 000 € les indemnités. Un deuxième chiffrage que je situe dans les années 13-14, je crois que c'était 650 000 €. Et là, il y avait un blocage
un des copropriétaires refuse ce montant-là. Là, bon, il faut reconnaître que l'État a fait un très bel effort, de plus de 1 million. D'ailleurs, ils le disent. Toutefois, dans le cadre d'une acquisition au titre du fonds Barnier, l'immeuble est valorisé en tant que bien habitable, sans dommage et sans sinistre. Donc cela, effectivement, ça permet d'obtenir 1 097 240. Et là, à ce moment-là, nous avons eu l'accord de tous les copropriétaires. Ça a pris un petit peu de temps, parce qu'on leur a donné le temps de réflexion. Et ça permet aujourd'hui de s'engager dans une étape suivante pour finaliser ce dossier et que la commune devienne effectivement acquéreur de ce bien pour que les fonds Barnier puissent effectivement être mis à disposition. Je rappelle aussi, je l'ai déjà dit, et je vous l'avais dit en citant par exemple ce qui s'était passé à la mairie de la Brigue, où apparemment, ma connaissance, renseignement auprès de Daniel Alberti, il sera certainement plus facile de le suivre, où même les intérêts étaient pris en charge par les fonds Barnier. Ce qui fait que finalement, si on fait ça en acte administratif, c'est une opération blanche pour la commune. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, eh bien, c'est une très bonne chose. Voilà. Un petit historique, mais nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce point-là? Alors je vais vous demander, dans un premier temps, de voter pour autoriser l'achat par la commune de l'immeuble Guidi à la valeur qui vous a été indiquée d'1 095 240 € hors taxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et par ailleurs, je vais vous demander donc séparément de voter pour une demande de subvention auprès de l'État dans le cadre des fonds Barnier à hauteur de 100% du montant, et donc incluant le coût d'achat, mais aussi les frais de notaire s'il y en a, mais normalement il ne devrait pas y en avoir, et les intérêts d'emprunt qui seront contractés, puisque comme vous nous l'aviez conseillé, nous nous sommes rapprochés effectivement de la mairie de la Brigue, qui avait pu bénéficier de cette prise en charge des intérêts d'emprunt, et donc effectivement nous faisons la même demande. Une question, histoire de réduire peut-être encore que si tout est remboursé, est-ce qu'il n'y a pas des collectivités qui peuvent aider la région ou le département pour abonder peut-être la part qui incomberait à la mairie, si tant est qu'il y en ait une? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il ne devrait pas y avoir de part à charge de la mairie. D'accord. Là, normalement, c'est à 100%. Sur cette demande de subvention à l'État, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc, le dossier qui va être déposé le 4 septembre, peut-être même le 3, si nous sommes encore plus rapides que prévu, il concerne uniquement l'acquisition de l'immeuble. Il y aura un autre dossier de fonds Barnier à déposer pour demander la participation des fonds Barnier à 100% pour la démolition. Nous n'avons pas pu tout faire en même temps parce que les services de l'État nous ont demandé un complément d'études sur effectivement les coûts de démolition de la maison Guidi, incluant le confortement de l'immeuble qui se situe juste derrière. J'ai pris contact immédiatement avec le directeur du service technique de la carte dont vous avez parlé, M. Michelet, qui a sollicité le bureau d'études en demandant ce complément. Ça ferait passer le coût de la démolition et de tout ce qui va autour de 780 000 à 950 000 €. Et donc ils vont intégrer ces éléments-là supplémentaires de confortement dans l'étude qui a été rendue. Et donc sur cette base-là, on espère pouvoir constituer la demande de fonds Barnier qui pourra passer dans la commission suivante qui sera en février. Sachant que bon, février ça nous laisse un petit peu de temps, mais en même temps toutes les procédures pour l'acquisition vont également prendre leur temps et on ne démolira pas l'immeuble Guidi avant de l'avoir acheté. Donc je pense finalement qu'on est sur un calendrier qui est tout à fait raisonnable. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est une demande de subvention pour la rénovation des terrains de tennis. Donc il va s'agir de rénover les deux cours, régénération du premier cours qui est en béton poreux, garantie 5 ans, le changement des poteaux, et la régénération également garantie 5 ans du deuxième terrain qui est en clair dalle avec le changement des poteaux. Ça inclut également le changement du grillage endommagé sur les terrains 1 et 2 et le renforcement des poteaux
existants. Le tout est d'un montant de 13 653 € TTC et de 11 377 € hors taxe. Nous avons appris que le département des Alpes-Maritimes finançait la rénovation des terrains de tennis quand celle-ci n'a pas été faite depuis 10 ans, sur un montant, on va dire, forfaitaire de 10 000 € par jour. Donc là, nous sommes sur des travaux de 11 377 € hors taxe pour 2 cours, donc nous sommes bien en dessous, et donc nous pouvons profiter de 100% de la subvention du département sur le montant hors taxe. Donc je vous demande d'approuver une demande de subvention au département de 100% du montant hors taxe, c'est-à-dire de 11 377,80 €. J'ai une question. Monsieur Brault. A priori, les communes ont pour obligation de garder 20% à leur charge quand ils font des travaux d'investissement. C'est la question qu'on s'est posée, mais il y avait effectivement cet élément en disant que nous sommes forfaitaires de 10 000 €. Et donc les informations qu'on a réussi à avoir du département laissaient penser que ça nous permettait effectivement une prise en charge à 100%. Donc le dossier va être C'est inscrit. particulier au cours de tennis. Oui, oui, Vraiment, il y a 10 000 € forfaitaires par cours. Il n'y a rien pour la piscine. Ça arrive. Ça arrive. Dans les monuments historiques, il y a des monuments qui sont autorisés à aller à 100%. C'est la dérogation du préfet qui permet de... Donc voilà, on fait cette demande-là sur la base du règlement des aides aux collectivités du département. Puis on verra effectivement quelle sera la réponse qui sera apportée à cette demande. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ensuite, il y a une demande de fonds de concours à la carte pour l'achat d'une débroussailleuse. Donc c'est une débroussailleuse pour les brigades vertes, puisque il avait été convenu qu'il y avait donc 3 débroussailleuses et que l'idée c'était d'en remplacer une tous les ans afin que tous les 3 ans chaque engin soit changé. Et donc pour cette année, comme il nous reste encore un petit peu de fonds de concours, nous voulons faire une demande. Le montant total hors taxe est de 1 082,50 € pour la débroussailleuse. Nous sollicitons 5% à la carte, ce qui ne fait pas un gros montant. Ça ferait 541,25 € de la carte et 541,25 € de la mairie. Pour un montant donc TTC de 1 299. Oui. Normalement, lorsqu'on achète du matériel pour les brigades vertes, il y a une participation de la commune de Salange. Donc normalement, ça devrait réduire de moitié la part de la commune de Brel. Mais il ne faut pas de moitié. Normalement. On achète, ou alors, après ça peut se reporter. C'est nous qui faisons l'acquisition. Voilà, et ensuite, donc on fait la demande de fonds de concours à la carte, de 50%. Et après, comme tous les frais relatifs aux brigades vertes, on les répartit entre Brel et Salange au prorata. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Approbation de la convention de mise à disposition d'un agent par l'Office de tourisme communautaire. Donc nous nous sommes aperçus que sur les 2 agents de l'Office de tourisme communautaire qui étaient mis à disposition à 15% de la commune, il y en avait une d'entre elles qui n'avait pas de convention de mise à disposition. Il s'agit donc de Madame Hélène Colpin, donc pour laquelle une convention de disposition a été établie qui est totalement conforme aux conventions qui ont été faites précédemment. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le contenu de cette convention. 15%. Non, d'accord. 15,85, ça, je m'en rappelle bien. Non, ce que je me rappelle plus, c'est sa quantité de travail, il est à 85%, elle, ou elle est à 100%? Non, elle est à 85%. D'accord. Voilà, cette quantité est de 15% du temps de travail partiel de 85,71%. Donc voilà, on a 15%, 85%. Qui est contre cette convention, donc qui prend effet au 1er janvier 2020, qui peut rétroactive pour une durée d'1 an. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de retirer de l'ordre du jour les points 6 et 7, c'est-à-dire l'approbation de la convention de mise à disposition d'un agent de la commune à la carte et l'approbation de la convention de mise à disposition d'un agent par la carte à la commune.
Pour que chacun comprenne, nous avons reçu une demande d'un agent du service eau et assainissement de la CAF qui sollicitait sa mutation à la commune de Breil-sur-Roya. Je n'étais pas contre le principe, mais un petit peu en difficulté pour financer un agent à 100% sur les finances de la commune de Breil, qui sont déjà un petit peu difficiles. Et donc la solution qui a été envisagée, c'était de reprendre cet agent à 50% à la commune et de basculer un autre agent qui a des capacités pour intervenir dans le domaine de l'eau et de l'assainissement à 50% à la CAF. Ce qui permettait d'avoir demi-temps sur la commune et demi-temps sur la CAF, qui aussi permettait d'avoir sur la commune de Breil non pas un agent seul, mais potentiellement 2 agents qui puissent intervenir de concert. Finalement, après des discussions avec le directeur général des services de la CAF, avec les agents du service de l'eau, il a été privilégié le fait de ne pas faire de mise à disposition de personnel, mais de plutôt procéder par une mise à disposition de services. Donc l'agent en question travaillerait de temps en temps pour la commune de Breil-sur-Roya, et en contrepartie, nous pourrions créer les conditions matérielles pour que cet agent puisse par exemple être véhiculé sur la commune de Breil au profit donc des missions de la CAF. Donc en fait ce serait une convention comme celle-là qui du coup n'aurait aucun impact financier sur la commune de Breil-sur-Roya et nous permettrait d'avoir un agent qui travaillerait pour la commune tout en étant payé par la CAF dans le cadre donc d'un échange de bons procédés. Donc cette convention-là, nous serons amenés à y revenir, et donc les 2 conventions de mise à disposition qui avaient été inscrites à l'ordre du jour, de faire à disposition du personnel, donc n'ont plus de raison d'être. Point numéro 8, l'approbation de la modification des statuts du syndicalisme du Conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes. Alors nous avions déjà voté cette modification des statuts du conservatoire, d'ailleurs ajoutée à la dernière minute à l'ordre du jour d'un conseil municipal en juin sur la demande pressante du conservatoire. Et aujourd'hui, on nous demande de la revoter parce que la délibération ne correspondait pas. Il fallait qu'elle précise la date de la réunion du conservatoire qui avait acté ces nouveaux statuts. Donc cette fois, la délibération est formulée d'une nouvelle manière, où nous précisons bien que la convention a été adoptée par le Conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes lors de la réunion du 18 décembre 2019. Et donc, nous nous proposons d'adopter ces statuts qui sont absolument identiques à ceux qui vous avaient été soumis la dernière fois et que vous aviez approuvés à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui, annexe, ils reprennent leur cours normalement ou... Oui, le départemental, oui. À côté de quand? La rentrée scolaire. La rentrée scolaire, d'accord. Vous avez une question? Oui. Pardon. Comment ils font pour le chant? Il n'y a pas de chant là? Ah, il n'y a plus de chant depuis certaines années déjà. Pardon. Il y a que des instruments, je crois. Non, il n'y a plus de chant depuis que la professeure est malade. Ah d'accord. Donc, ça existe. Vous restez dans la même enveloppe budgétaire Par rapport aux interventions à l'école? Non, par rapport à l'école. Le général, quoi. Oui. En fait, on était sur 4 trimestres. 12 000 euros. On était sur 4 trimestres, Ouais. ce qui faisait en fait, c'était donc une en maternelle et 3 en primaire. Ouais. Donc on a eu une demande du primaire de passer à 4 trimestres pour que chaque classe puisse avoir un trimestre. Et on a eu une demande on a eu une proposition de l'école maternelle nous disant que cette année ils avaient suffisamment d'activités prévues, qui nous proposaient de ne pas faire la musique. Donc en fait, on reste sur 4 trimestres, sauf que les 4 seront en 4 classes. Sur 4 classes. 4 trimestres sur chacun sur une classe, même si nous avons toujours l'espoir cette année de passer à 5 classes, mais ça, on y reviendra dans les questions diverses. Qui est contre ces statuts? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. Pour le point numéro 9, c'est-à-dire la mise à jour du catalogue des tarifs des cimetières de Breil-sur-Roya, je cède la parole à la première adjointe, Audrey Rossi. Donc, la grille tarifaire a été mise à jour car nous n'avions pas de tarif pour l'achat de columbarium dans les cimetières de Breil libre au pianote. Donc, nous avons estimé l'achat d'un columbarium à 500 €, donc la pièce. La commune avait des columbariums en fait auparavant, mais il n'y avait pas de tarif établi car ces columbariums avaient été offerts par une entreprise
Du coup, ils étaient cédés gratuitement aux bénéficiaires. Aujourd'hui, on les achète. De ce fait, on les a tarifés pour pouvoir les revendre et pas sans perte. Pour information, nous avons installé 3 nouveaux columbariums dans le cimetière de Breil-sur-Roya. Et il y a 4 columbariums qui sont en cours d'installation au cimetière de Libre. Donc voilà. Et donc on va voter le tarif de 500 €, la mise à jour donc, de la grille tarifaire avec le tarif de 500 € par columbarium. Donc si quelqu'un est contre, s'abstient. Donc unanimité. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que pour les columbariums qui sont en train d'être installés au cimetière de Libre, il y a un socle qui a été fait en régie par les services techniques de la commune et c'est vraiment un beau travail qui a été effectué. Excusez-moi. Le socle en marbre, d'ailleurs. Ils sont installés où? À l'entrée du. Alors, c'est dans le nouveau cimetière, à l'entrée à gauche. Voilà, juste à l'entrée à gauche, il y a le socle qui a été installé par les services techniques, un socle en marbre. Et donc, l'entreprise va bientôt mettre en place les columbariums sur ce socle. Et l'année prochaine, on mettra également des columbariums à Pienne. À Pienne, voilà, c'est prévu d'équiper, bien sûr. Voilà. Alors, le point numéro 10, et donc le dernier point de l'ordre du jour, c'est la création d'un poste au tableau des effectifs. Le principal du collège nous a sollicité parce qu'il avait accueilli en stage une jeune personne de la commune qui est atteinte par ailleurs de troubles de handicap. Il l'a accueilli en stage et il souhaitait pouvoir lui donner une possibilité de continuer de travailler dans les cuisines du collège dans le cadre d'un contrat à 20%, d'un emploi à 20%. C'est naturellement qui s'est tourné vers la commune puisque dans la convention de mise à disposition de personnel avec le collège pour l'accueil des élèves à la cantine, on devait normalement leur mettre à disposition un 120%. Et on a toujours mis à disposition un 100%, c'est-à-dire un agent à temps plein. Et donc il est venu nous voir en disant est-ce que ces 20% que vous me deviez, je les exige pas, mais là ça pourrait être l'occasion de faire une bonne action à l'égard d'une personne en situation de handicap et en même temps effectivement de régulariser quelque chose. Donc c'est la proposition qui est faite, c'est la création d'un poste pour accroissement saisonnier d'activité à temps non complet, donc 20% pour assurer les missions d'agent de cuisine, donc dans le cadre de la convention avec le collège L'Eau Vive. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Une remarque. Oui. Dans la mesure où maintenant, effectivement, on s'était arrangé toujours avec le collège, parce qu'on dit que c'est un héritage qu'on a perpétué. On s'était toujours arrangé pour qu'effectivement on vote en dessous de ce qu'on devrait, on aurait dû le faire, hein. Effectivement, je ne sais pas si c'était 100% ou 80%, tu disais 100%, c'est bien ça. Cela étant, depuis que les maternelles ne déjeunent plus au collège, forcément, parce qu'il y a une loi qui veut que, je ne me rappelle plus le terme exact, qui veut que les communes elles participent au prorata du nombre d'enfants qui est dans la cantine pour les coûts de fonctionnement, pas que pour les coûts de restauration, qui sont en général supportés par la famille, même si la commune y participe, mais au niveau du fonctionnement. Là, on a quand même réduit, je sais pas, d'une quarantaine d'enfants quand même, le nombre d'enfants qui ne sont plus dans la cantine du collège, mais qui sont déclarés dans le réfectoire communal. Donc, il y a peut-être là une marge de manœuvre à faire valoir, peut-être pas cette fois-ci, parce que là, je pense que ça a un sens, d'autant plus que la personne a un handicap particulier. Donc, ça pourrait être un moyen de peut-être de gérer, de négocier avec le collège, à supposer que le collège ait des revendications, où il solliciterait peut-être une augmentation de notre quotité propre en tant que commune. Voilà. Ça pourrait pas encore faire. Le charge de travail est quand même diminué. Je vous remercie pour cette remarque. Donc, dans les informations diverses, il y en a une
essentiellement sur laquelle je souhaite m'exprimer, c'est sur la question du nombre de classes à l'école élémentaire. Nous avons donc fait lire la rentrée avec des effectifs qui sont tout à fait satisfaisants, de 62 élèves à l'école maternelle et de 108 élèves à l'école élémentaire, en sachant qu'il y a toujours 2 enfants qui sont des enfants de berger qui font leur rentrée un petit peu plus tard que les autres, mais qui sont d'ores et déjà inscrits et qui seront là à partir d'octobre et sur la majeure partie de l'année. Donc en fait, c'est 110 élèves dans les effectifs de l'école élémentaire. Ça nous fait estimer nécessaire l'ouverture d'une 5e classe à l'école élémentaire, cette même classe que nous avions perdue il y a 2 ans parce que les effectifs étaient passés au jour de la rentrée à 96 et donc une classe avait été supprimée, qui devait d'ailleurs être supprimée en maternelle au départ, et on s'est rendu compte qu'au bout de quelques semaines, finalement, des effectifs supplémentaires étaient arrivés, et s'ils étaient arrivés le jour de la rentrée, cette suppression n'aurait pas eu lieu. Donc elle n'était pas déjà légitime à l'époque, et donc aujourd'hui on a des effectifs qui sont suffisamment importants pour nous permettre d'argumenter en faveur de la réouverture de la 5e classe de l'école élémentaire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons donc 110 élèves qui seront répartis en 4 classes, ce qui fait en particulier 2 classes à 29, et notamment une classe à double niveau CP-CE2, en sachant qu'à l'école de Breil-sur-Roya, comme partout ailleurs, nous avons aussi des enfants qui ont des troubles autistiques, des enfants en situation de handicap qui nécessitent un accompagnement particulier qui n'existe pas sous la forme de classes spécialisées comme dans les grandes villes. Et nous avons aussi une particularité à l'école de Breil-sur-Roya, c'est que nous avons pratiquement 1/10 des enfants qui sont allophones et donc qui pour certains ne parlent pas du tout le français et qui d'ailleurs ont tous des origines diverses et donc qui nécessitent eux aussi un accompagnement particulier. Pour toutes ces raisons-là, nous avons, je pense, une chance d'obtenir, dans le cadre des ajustements qui se font à chaque rentrée, qui la dernière fois avait été à notre défaveur et qui cette fois pourrait être en notre faveur, d'obtenir la réouverture de cette 5e classe. Donc j'ai écrit dès hier, en accord bien sûr avec l'association des parents d'élèves et aussi à leur demande, en accord avec le directeur de l'école élémentaire, à l'inspecteur d'académie pour demander cette réouverture. J'ai sollicité l'appui d'un certain nombre de responsables, le sous-préfet, la députée, 2 sénateurs, la vice-présidente du département à l'éducation, ainsi que les conseillères départementales et régionales du secteur. Chacun est intervenu à son niveau. En principe, nous devrions avoir une réponse dans la semaine. Je me suis entretenu ce matin avec l'inspecteur d'académie adjoint et qui n'a pas fermé la porte, qui ne m'a pas donné de réponse positive encore. Je pense que celle-ci arrivera dans les prochains jours. Mais dernières années, on avait plutôt été habitué à avoir des réponses particulièrement fermement négatives. Donc là, aujourd'hui, notre proposition semble acceptable. En tout cas, elle est entendue et elle est considérée. Donc on verra quel sera le résultat de cette demande. Mais effectivement, je pense que ce serait une très bonne chose. Et en plus, ce qu'on a toujours constaté, c'est ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est que les effectifs non seulement augmentent maintenant d'une année sur l'autre, mais en plus ils augmentent à chaque fois en cours d'année. Donc en tenant compte de tous ces éléments-là, je pense que notre demande est légitime et mérite d'être retenue par l'inspection d'académie. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Monsieur Litter. Oui, une question sur la fibre. Oui. Sur la fibre. Sur le déploiement de la fibre. Tout le monde a constaté que l'entreprise Orange installait la fibre chez ses abonnés. Installée ou n'installée pas, parce que quelquefois, ils étaient confrontés au fait que, je dirais, le réseau n'était pas terminé, là où il devrait l'être. Et forcément, ça même, j'ai un cas où je crois qu'ils ont demandé à une personne de se désabonner de son ADSL dans l'attente d'avoir la fibre. Or, au moment de placer la fibre, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait pas les connexions nécessaires installées sur les façades des immeubles. Donc tout ça pour vous dire que j'aimerais que, parce que j'ai l'impression que ça relève une forme de désorganisation. Normalement, c'est le CICAM qui pilote tout ça, avec l'entreprise
qui le sous-traite à une entreprise qui s'appelle THD2, à Nice, etc. Bon, toujours est-il, c'est que Orange installe pour ses abonnés, tant mieux. Et ça serait bien aussi que pour les autres abonnés, parce qu'il n'y a pas qu'Orange, que les autres abonnés puissent aussi, eux aussi, pouvoir être connectés à la fibre, parce qu'à la mairie, vous ne l'avez toujours pas, finalement, vous l'avez à la mairie. On est en mesure maintenant de souscrire un abonnement. Voilà, vous êtes en mesure de souscrire, mais bon, pour l'instant, on n'est pas fibré. Voilà, on est fibré, mais on n'est pas. Donc c'est SFR la mairie, je crois. Le fournisseur d'accès, c'est SFR. Bon, en fait, toujours est-il, c'est que il serait important que cette fibre se déploie de manière, je dirais, coordonnée, organisée, pour que tout le monde puisse en profiter, dont les institutions, la mairie, les écoles, la crèche, l'hôpital. Peut-être l'hôpital, je ne pense pas que l'hôpital soit encore connecté à ce jour. L'hôpital, oui, mais on a encore un petit souci avec la maison de santé. Avec la maison de santé. Enfin, c'est toujours pareil, les abonnements ne sont pas encore souscrits. Voilà, parce que c'est... toujours est-il, c'est que les armoires sont là, le nœud est là. Je dirais les fils sont tirés, enfin les fibres sont tirées, mais je remarque que c'est Orange qui est initiateur là, et que le département, pas le département, mais le SITCAM me paraît un petit peu absent. Il y a peut-être des raisons techniques, je ne sais pas. Je n'ai plus le dossier, je ne l'ai plus suivi. Toujours est-il, c'est que je vous invite, monsieur le maire, à vous rapprocher du SITCAM assez rapidement pour faire le point déjà, où est-ce qu'on en est, pourquoi Orange déploie, et c'est le seul qui déploie. Quelquefois, je le répète, il déploie, mais il est confronté au fait que le réseau n'est pas finalisé comme il aurait dû l'être pour qu'infrastructure, pour qu'Altitude puisse, parce que le boulot d'Altitude, c'était de contacter tous les fournisseurs d'accès et de les mettre en contact avec tous les abonnés pour que chacun, en fonction de son abonnement, puisse prétendre avoir la fibre optique chez lui. Voilà, c'est une avancée. D'autant qu'on parle de plus en plus de télétravail, de fractures numériques, etc. Je pense que c'est une opportunité à saisir pour que notre commune soit le mieux possible, je dirais, connectée à la fibre optique dans les meilleurs délais. Alors, en toute objectivité, on peut dire que le déploiement de la fibre sur le département des Alpes-Maritimes, enfin sur la partie du département des Alpes-Maritimes qui n'est pas jugée rentable par les opérateurs privés, ce qui représente quand même 100 communes sur 163, a pris du retard. Ça, c'est à peu près évident pour tout le monde, pour tout un tas de raisons, des raisons relatives à des autorisations, une défaillance du premier maître d'œuvre, ce qui fait qu'aujourd'hui le SITCAM est à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc le SITCAM, c'est le syndicat qui s'occupe de piloter le déploiement de la fibre, le déploiement physique de la fibre. Ensuite, ce réseau fibre, il est confié en gestion à un délégataire qu'on appelle un fermier, Altitude Infrastructure, dont vous avez parlé, et qui, lui, fait le lien avec les opérateurs, invite les opérateurs à se positionner sur le réseau, et ensuite commercialise, entre guillemets, les abonnements. Nous avons les opérateurs qui sont en train de se positionner sur notre réseau à Breil. Aujourd'hui, on a 400 foyers qui sont éligibles à un abonnement fibre. 400 foyers. Il y a Orange qui avait tenu un stand sur la place Biancheri il n'y a pas très longtemps, et dans les prochaines semaines, la date a un petit peu bougé, nous aurons un forum où l'ensemble des opérateurs viendront pour que les abonnés viennent les voir et puissent souscrire des abonnements fibre. Donc Orange s'est positionné très tôt, on va dire, avec tout un tas d'opérateurs moins connus. Bouygues est arrivé, Free est arrivé et SFR arrive en septembre. Donc on aura l'ensemble des opérateurs qui proposeront à Breil-sur-Roya pour ces 400 foyers des abonnements fibres dans les toutes prochaines semaines. Après, bon, effectivement, il y a toujours une dernière partie de raccordement qui des fois est plus ou moins simple en fonction du domicile, mais qui normalement se fait rapidement au moment où l'abonnement est souscrit. On a la mairie qui est éligible, on a le collège qui est éligible, on a les écoles, et on a effectivement l'hôpital. Donc on a vu pour que, étant donné que la fibre est à l'hôpital, on puisse aussi le faire à la maison de santé, parce que là, effectivement, avec les technologies dont ils disposent, ça paraît particulièrement utile. Et puis, pour ce qui est des écoles, vous essayez de voir quels abonnements pourraient convenir, parce que les abonnements professionnels sont très chers, et
Et en l'occurrence, pour les besoins de l'établissement, peut-être qu'un abonnement plus basique pourrait suffire. Donc c'est des discussions qu'on a commencé à avoir avec Orange en l'occurrence. On a ensuite, évidemment, une question qui se pose, c'est quid des autres foyers de la commune. Des hameaux. Et des hameaux en particulier. Donc là, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'une fois que ces 400 foyers sont éligibles, là, ça va marquer un temps d'arrêt dans le déploiement. Parce que ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils montent vers le haut de la vallée. Et j'ai posé des questions simples. J'ai dit, si vous montez dans le haut de la vallée, la fibre passe à la Giandola. Pourquoi est-ce que les habitants de la Giandola ne pourraient pas être desservis? Ils ne pourraient pas aussi être éligibles. Parce que, alors, il m'a été répondu, mais ça n'a rien à voir d'avoir la fibre qui passe devant chez soi et d'être éligible à la fibre. Après, ça nécessite des aménagements supplémentaires. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. La seule garantie que j'ai eue, c'est que, et ils m'ont dit, vous pouvez dire ça sans prendre aucun risque devant vos électeurs, qu'avant la fin du mandat, toute la commune, c'est-à-dire y compris les pieds de route, serait fibrée. J'espère que ce sera avant, parce que malgré tout, on est vraiment au tout début du mandat, et 6 ans, c'est quand même long. Et on a commencé effectivement à évoquer des solutions provisoires pour les hameaux, dont certaines avaient déjà été évoquées sous votre municipalité, c'est-à-dire l'amélioration de la 4G pour permettre des abonnements de type 4G Home pour avoir des débits suffisants. Ça paraît être une solution intéressante pour Libré-Piel, une solution intéressante par exemple pour un quartier comme la Maglia qui est assez reculé. J'ai d'ailleurs déjà fait des démarches pour essayer de voir si un émetteur 4G pourrait être pour la Maglia. En tout cas, il y a une solution que les opérateurs, en particulier Orange, qui est on va dire, le propriétaire du réseau cuivre, du réseau ADSL, écarte d'emblée, c'est la possibilité de renforcer en attendant le réseau ADSL. Ils disent maintenant que le réseau ADSL c'est passé, notre objectif c'est de faire un réseau fibré de bout en bout. C'est un choix qui a été fait en France, c'est pas le choix qui a été fait dans tous les pays. En Allemagne par exemple, ils ont décidé de faire de la fibre sur les grands axes du réseau et ensuite laisser le cuivre et donc la DSL sur les extrémités. En France, on a voulu tirer la fibre de bout en bout. C'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus coûteux sans doute, mais ça fait que actuellement Orange ne veut plus remettre en état ou améliorer le DSL qui a vocation à disparaître dans les prochaines années. Donc on va continuer ces discussions avec comme objectif de faire en sorte que dans tous les quartiers de la commune, on puisse avoir au plus vite le très haut débit, que ce soit par la fibre ou par des solutions de type 4G. Voilà un petit peu sur le sujet, donc on est tout à fait mobilisé là-dessus. Je rappelle quand même que Orange était le délégataire des 10 communes fondatrices de la carte. Quand les communes de la vallée de la Roya ont adhéré donc contrainte à la communauté d'agglomération, donc il a été mis en place effectivement un réseau d'intérêt public, d'initiative publique, financé par des fonds publics uniquement. Je rappelle que la carte finance à hauteur de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui ont été obtenus en réduisant le service au niveau, je dirais, de l'enlèvement des ordures ménagères et des encombrants. Et voilà. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est rendu compte, on n'avait pas les 2 millions autrement que par ce biais-là. On s'est rendu compte que le service il pouvait être réduit 2 jours par semaine l'été et un petit peu moins l'hiver, ce qui a dégagé une enveloppe de la part en particulier des communes de la Roya de 2 millions d'euros. On essaie de faire une équivalence aussi pour que les communes du littoral y participent, et pas uniquement les communes de la vallée de la Roya. Ça a été obtenu. Donc, tout ça pour dire que Orange n'était pas dans le pool au début. Il y avait le Bouygues, il y avait Coriolis, effectivement des petits fournisseurs moins connus, mais comme peut-être leur valeur, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que ça me choque, mais ce qui me surprend, c'est qu'on voit les premiers qu'on voit, c'est Orange. Alors qu'ils n'étaient pas dans le dispositif au début, ils n'ont pas voulu y être. Ils faisaient Sospel, le littoral jusqu'à Sospel et à Moulinet, donc les historiques de la carte, mais nous, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et là, je vois que maintenant que le réseau a été mis en place et financé par les fonds publics, Orange, qui est une société privée, même s'il était à 23%, ils sont les premiers à
à vouloir en profiter pour leurs abonnés. Et tant mieux, c'est en espérant, je pense que Orange, de manière participera financièrement par rapport à ce réseau-là, pour que ce ne soit pas une opération uniquement bénéficiaire pour eux, mais aussi pour nos collectivités. En fait, Orange, comme les autres opérateurs privés, déploie la fibre dans les communes, donc essentiellement chez nous les communes du littoral, celles qui jugent rentables. Oui, donc ça concerne 63 communes, 155 du littoral. Dans 55 d'entre elles, c'est Orange qui déploie la fibre. Dans 8 d'entre elles, c'est SFR. Et puis ensuite, les autres opérateurs, eux, ne déploient pas de leur propre initiative la fibre dans le département des Alpes-Maritimes. On a donc ces 5 autres communes, dont effectivement les 5 de la Roya, et effectivement les 10 autres de la CAF, elles sont sur la zone d'initiative privée Orange, puisqu'en fait ils tirent la fibre jusqu'à Sospel et Moulinet. Et ensuite, sur la vallée de la Roya, c'est les pouvoirs publics qui s'y substituent, voilà, parce que c'est pas jugé rentable par les opérateurs privés, sinon on n'aurait jamais eu la fibre dans ces communes-là. Donc effectivement, c'est des financements de l'Europe, de l'État, de la région, du département et de la CAF. Et du CIFIAM, même si le CIFIAM c'est aussi des façons de l'argent public. Donc voilà, ça permet effectivement d'offrir un même service aux habitants du territoire où qu'ils soient, et ça permet d'éviter qu'il y ait une fracture numérique entre les communes du littoral et les communes du moyen et du haut pays. Et donc voilà, Orange, comme les autres opérateurs d'ailleurs, ne jugeait pas rentable de déployer dans la Roya, et comme les autres opérateurs, il est un des premiers, il vient sans trop tarder, disons, pour proposer des abonnements aux abonnés de la Roya qui aussi, pour beaucoup, ont déjà des abonnements chez eux. Donc, c'est la logique du marché. Ah oui, non, mais ça... Herbert. Je crois Florence, Orange, c'est le premier promoteur en France. Et je crois que ce qui nous intéresse, moi, au moins pour les amours, c'est-à-dire cette situation intermédiaire. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 6 ans? Je crois que c'est très intéressant. Et là, j'ai appris quelque chose récemment. C'est quelqu'un du village qui, par hasard, me racontait, parce que nous, on a eu des satellites. C'est très lourd, c'est très cher. Alors, il a dit 4G. Il m'a dit, tu peux mettre une antenne directement sur l'émetteur à libre, une antenne, tu as une box à l'intérieur, et après tu achètes la carte SIM. Et ça marche très très bien. J'ai 13 à 15 mégaoctets, vous dites en français, par seconde. Ça c'est formidable. Avec le satellite, tu as 1000, tu as 1 à 2. Alors, pour ça, il faudrait maintenant avoir quelqu'un ici au village, à la ville de Brève, qui pourrait conseiller ces gens-là dans les hameaux ou dans les maisons isolées qui ne sont pas au centre de la ville, les 400, et les conseiller. Parce que là, il faut quand même savoir un tout petit peu le faire. Et puis en commerçant, tu peux le faire. C'est pas l'Orange qui va se déplacer pour conseiller ici, parce qu'il faut il faut réserver une date, il faut aller directement et tout ça. Et ils ne sont pas tous au courant à mon sens. Il faudrait avoir quelqu'un ici. Avec cette question qui est que la commune n'a pas vocation à faire de la pub pour des offres d'opérateurs privés. Mais en revanche, les opérateurs privés, et j'en ai parlé avec Orange en l'occurrence, eux sont tout à fait disposés à venir faire leur publicité en réalité et de proposer leur offre 4GO pour les autres opérateurs des offres qui s'appellent différemment aux habitants de Pierre et de Lille. Donc c'est des choses qui pourront se mettre en place. Nous en tant que commune, tout ce qu'on peut faire, c'est dire s'il existe une technologie, la 4G, rapprochez-vous des opérateurs pour voir s'il y a des abonnements qui répondent. Il y a un commerçant ici pour satellite ou pour autre chose, un technicien qui pourrait faire ça. Mais dans la ville de la Roya, il existait un syndicat de la télévision qui a été absorbé par la CAF. Et c'est d'ailleurs il est question, je ne sais pas ce qui fait que le vote soit rénové cette année par la CAF. Parce qu'on ne donne pas toujours satisfaction, en particulier quand il y a des orages. Est-ce que dans ce cadre-là existant, où la CAF finalement elle a pris une compétence, est-ce qu'on ne pourrait pas, la mairie, le maire, ne pourrait pas solliciter la CAF pour voir si pour les hameaux,
il ne pourrait pas à la carte, avec forcément il y a des financements à avoir, il y a peut-être des financements européens ou autres, ou peut-être régionaux, est-ce qu'il ne pourrait pas justement installer ces antennes pour faire des Wi-Fi, pour faire de la Wi-Fi localisée dans les hameaux, et ce qui permettrait effectivement, ça éviterait d'ailleurs le déploiement de la fibre au passage, qui serait très coûteux et qui, à mon avis, bon, on dit qu'à la fin du mandat, tout le monde est fibré. Moi, on veut bien l'entendre, hein. Mais bon, j'ai quelques doutes. Ce qui permettrait peut-être d'avoir effectivement assez rapidement, dans l'année qui suit, peut-être, un réseau Wi-Fi de qualité qui permettrait aux gens, finalement, de pouvoir disposer d'une qualité de service quasi comparable avec celle que l'on trouve dans le village. Donc, c'est une suggestion. Hein. Sur la commune de Breil, on a un réseau, sur, on va dire, le centre de la commune de Breil, on a un réseau 4G qui est suffisamment bon pour nous permettre de s'offrir ces événements. Oui. Sur Pied-de-Motte, on a aussi un réseau 4G. D'ailleurs, le directeur d'Orange en charge des relations avec les collectivités est monté directement lui-même à Pienne pour aller constater. Monsieur Lavagna. Il est monté lui-même pour constater et il m'a dit à Pienne, aucun souci, ils peuvent prendre tous les abonnements Internet par la 4G qu'ils veulent, ça marche très bien. À Libre, il y a un projet d'installation qui a été là aussi initié sous votre mandat d'un émetteur Bouygues donc en face à Pienne, mais pour desservir Pienne, mais aussi Libre. Libre, on en a 4 jours déjà. Voilà, oui, bien sûr. Ça marche très bien, mais ça n'a rien à voir avec la fibre. Oui, c'est deux technologies différentes. Oui, c'est une technologie différente, mais ça marche, ce qui compte, c'est le service rendu. Le débit n'est pas le même, non. Plus faible, il est plus faible. Beaucoup plus faible. Ça marche très bien, mais. Ça marche bien, mais on est limité. Mais voilà. Et surtout limité en débit. Donc moi, je pars du principe que tant que les opérateurs privés déploient d'eux-mêmes les antennes relais nécessaires pour qu'on ait la 4G sur la commune, on n'a pas besoin de faire intervenir des financements publics. Donc après, a priori, Breil, Libre, Pienne ont ou auront bientôt, dans le cas de Libre avec le nouveau relais qui va être mis, une 4G suffisamment bonne pour permettre ces abonnements. Il reste effectivement le cas d'un secteur plus reculé comme la Mamilla, où là, à mon avis, il va peut-être falloir un investissement public, donc il pourrait être demandé à la carte dans le cadre du service que vous évoquiez, pour là apporter la 4G à un endroit où, à mon avis, les opérateurs ne jugeraient pas rentable. Et effectivement, il y a le fait qu'il y a plusieurs arguments, le fait que ça concerne quand même pas mal d'habitations, à Mamilla, et aussi des motifs de sécurité, puisqu'on a quand même une rue qui est très fréquentée et dans lequel c'est très voulu d'avoir un réseau déjà téléphonique correct. Donc voilà un petit peu les pistes sur lesquelles nous travaillons en matière d'Internet. Alors, deuxième question, c'est sur le camping. Oui. Donc, il a ouvert le 1er août, donc début septembre. Est-ce que vous pouvez nous communiquer les recettes qui ont été réalisées par le camping pour ce mois d'août? Marie-Hélène. 1er 31 août, 29 500. 29 500. Donc on peut dire qu'en 3 semaines, on a réalisé les recettes qu'on avait inscrites au budget pour 3 mois d'ouverture. Donc on a fait un très bon mois d'août, où on a d'ailleurs tous pu constater qu'il y avait quand même sur la commune beaucoup de touristes. J'ai eu beaucoup de retours très positifs des commerçants disant qu'ils avaient beaucoup de clients du camping, et donc ça nous conforte dans la décision qu'on a prise d'ouvrir le camping dans les plus brefs délais, et les résultats sont au rendez-vous. C'est tout. Une autre question comparatif avec le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et concernant justement la DSP, est-ce que vous avez obtenu le bilan comptable de l'année 2019? Non. Toujours pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses des membres du Conseil? Non. La séance est donc levée et je cède la parole au public, s'il y a lieu. Monsieur Felon. Trois sujets rapides. Un local attribué à une association à titre provisoire qui a une activité en partie commerciale, à titre gratuit, ce que c'est pas quelque part.
une subvention utilisée. Elle déjà, dans cette association, étant déjà bénéficiaire d'une subvention municipale. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était le tennis. Vous avez la possibilité d'avoir 20 000 euros, pourquoi ne pas essayer de gonfler et de les tirer, puisque finalement ils sont là, on peut les prendre. Je pense que vous avez réfléchi à la question, vous allez avoir la réponse. La troisième question, c'était justement le camping. Le bilan financier pour le premier mois, quelles sont les perspectives pour le mois de septembre, pardon. Le label 2 étoiles qui a été obtenu il y a quelques années, qui était valable 5 ans, est-ce qu'il est encore toujours valable? Non. Et d'autre part, sur le stationnement, sur la commune, des camping-cars et caravanes. Le précédent mandat avait pris un arrêté municipal interdisant tout stationnement en dehors des 10 emplacements prévus sur l'avancée du camping, ce que vous le savez. Emplacement d'ailleurs théoriquement présent. À la fois pour un stationnement et pour une vidange des eaux usées. Alors est-ce que cette vidange des eaux usées, est-ce que ce stationnement il est toujours présent, est-ce que la redevance est perçue, comment ça se passe pendant 9 mois, le camping a été fermé, comment s'est passée la vidange des eaux usées de ce camping? Car, c'est une question que j'ai posée déjà, je n'ai pas eu de réponse. Voilà les trois questions que je voulais vous poser. Alors sur la question des tennis, on a effectivement vu ce qu'il y avait comme besoin en termes de rénovation des cours de tennis. On pourrait effectivement, pour essayer toute la subvention, faire des terrains de tennis en or. Mais voilà, à défaut, je pense qu'on a eu un devis qui était raisonnable. On ne va pas non plus aller utiliser plus d'argent que nécessaire pour remettre les cours en état. Donc on a demandé la subvention correspondante aux besoins. Je dis juste que la subvention couvrira le sol des terrains de tennis et aussi une bonne partie des grillages qui le nécessitent. Donc c'est déjà. Donc à partir du moment où on a refait le cours, les filets sont en bon état, les grillages. Je récupère par exemple un mur plus grand, par exemple. Oui, mais c'est 10 000 euros par cours. Ouais. C'est pas pour faire des trucs autour. Oui, on ne peut pas. Les murs d'entraînement, c'est parti ici. En l'occurrence. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'association à titre provisoire, c'est pas une association qui fait du bénéfice ou qui est là pour exercer des activités d'ordre privé ou lucratif. C'est une association qui exerce des activités, qui gère notamment, maintenant c'est la salsa. La salsa, la gym, et éventuellement, je crois que ça va fusionner avec d'autres associations de Zumba, il en était question, mais c'était à but non lucratif, c'est une association loi 1901, et comme le gymnase n'est pas, c'est un peu ça, non? Comme le gymnase n'est pas praticable. Non, ça c'est pour stocker. Ah, c'est pour stocker, d'accord. C'est pour stocker le matériel. D'accord. Donc on a effectivement une association qui perçoit une subvention de la commune, qui rend un service à la population et qui a besoin d'un local en plus, dans la mesure où on a un local qui est disponible, on leur met à disposition. Effectivement, on peut dire que c'est une subvention déguisée, c'est un avantage donné à une association en nature, comme on le fait avec des dizaines d'autres associations. Qui a des activités commerciales, quelquefois, et pour autant qui d'abord ne reçoivent pas de subvention, et qui rendent des services à la collectivité. Exactement. Donc là, ces locaux étaient disponibles, on les a utilisés. Dans le gymnase, il n'y a pas Par contre, qui sont disponibles pour le stockage, du coup, vous avez. Parce que la plupart des activités se font dans le gymnase. théoriquement, les associations, quand elles font leur bilan, il faut qu'elles valorisent tout ce qui est mis à leur disposition, et ça n'a jamais été fait. Faudrait le faire parce que Ça, c'est Il y a une comptabilité claire, c'est-à-dire la bibliothèque, elle met à disposition, ça c'est la loi, ça, donc il faudra y arriver. Ça sera contrôlé dans les bureaux. Effectivement, mais c'est vrai qu'on apporte. C'est dans leur bilan, ils doivent valoriser la mise à disposition du stade, la personne pour venir. Les véhicules. Mais historiquement, c'est vrai que ça. ça n'a jamais été fait. Ouais, je pense que toute association finalement
très peu d'associations le font, parce que je pense que ça leur est difficile peut-être de le faire avec de le chiffrer avec les connaissances qu'ils peuvent avoir. C'est à vous de leur donner peut-être les éléments. Enfin, c'est pas à nous. Faire tourner les dispositions des locaux, c'est assez facile. Bah oui, ça après, il va juste signifier. Est-ce qu'ils le rentreront? Je sais pas. C'est facile, mais on n'y est jamais arrivé jusqu'à Non, mais pas sur la jamais fait. Oui, mais ça sera même passé. Cela étant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va réduire les subventions. Non, c'est pas la question. Il faut être clair entre la mise à disposition et... Oui, on pourrait leur donner une invitation chiffrée comme s'ils payaient un loyer, l'intègre ou pas, parce qu'après Pour ça... montrer l'effort que la commune Mais en fait. tout cas, oui, c'est ça, pour valoriser encore plus notre action. C'est vrai. Marie-Lou. Je pense, Francis, si j'ai tort, que M. Silve l'avait fait pendant une année. Voilà. Il avait tenté de le faire. C'est très difficile aussi d'obtenir avec précision et les budgets des associations et les bilans d'associations. C'est très difficile. Si on commence à mettre le doigt là-dedans, à dire si je n'ai pas un bilan financier précis, je n'ai pas un budget précis, si on conditionne la subvention, il n'y en a plus beaucoup qui vont toucher les subventions, je vous le dis. Non, mais il ne s'agit pas de conditionner, il s'agit de montrer l'effort. C'est très difficile à obtenir. Non, mais il s'agit de montrer l'effort que fait la commune par rapport aux associations, au-delà des subventions. C'est ça que je veux dire. Et on peut dissocier de cet effort-là des subventions qu'on leur attribue, c'est pas un problème. Alors, sur l'aide matérielle, il faut sur la Moi, je voudrais juste faire un rappel pour dire que c'est difficile. Vous regardez faire n'importe quelle association, faire une demande de subvention à la région ou au département, c'est énormément difficile, énormément compliqué. On complique les choses alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Quand je vois que pour une ASA, on utilise l'imprimé M14 comme une gestion de commune, c'est débile, quoi. C'est débile. On veut simplifier, en fait, si on devait simplifier les choses, on les complique. Et déjà, les bénévoles, enfin, les membres d'associations de sont tous bénévoles, mais ils ne vont pas passer leur temps à aligner les chiffres. Hein. Voilà, c'est juste une parenthèse. La dernière question de M. Fenot, mais il y avait 12 questions en une, c'était sur le camping. Alors d'abord sur les perspectives de septembre. On a des réservations au niveau des chalets, au niveau du mobil-home. On a des entreprises en particulier maintenant qui réservent. Bon, naturellement, les tarifs sont inférieurs en septembre puisqu'ils étaient dans la haute saison, c'est-à-dire au mois d'août. Par ailleurs, on n'a pas de boule de cristal. Et si on a eu d'aussi bons résultats en août, c'est aussi parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus planter la tente parce que la météo était favorable, parce qu'ils avaient envie de venir ici. Et ces gens-là, on ne les voit pas venir. Le tourisme de proximité. Donc, comme j'ai pas de boule de cristal, c'est difficile de vous dire quelles sont les perspectives pour septembre. De toute manière, étant donné qu'on a déjà dépassé de 8 000 € les recettes qu'on avait prévues au budget, tout ce qui viendra et qu'on a déjà payé du coup l'intégralité des salaires sur les 2 mois ou 3 mois, on a déjà encaissé suffisamment de recettes pour payer 3 mois de salaire. Après, on verra si on paye 3 mois de salaire pour les 3 d'avant. 2 mois, jusqu'à fin septembre. Donc ça sera des décisions qu'on prendra aussi sur la base des réservations qu'on aura. Mais donc effectivement, tout ce qu'on engrangera en septembre, c'est du bonus. Et en octobre, ce sera encore du bonus. Donc finalement, on a atteint nos objectifs, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas en mesure de dire si ce sera de grands mois de septembre ou de gros mois d'octobre, mais on sait qu'on a déjà quelques réservations et de toute manière, ce ne sera jamais à perte, vu les recettes qu'on a obtenues en août. Le label, donc les 2 étoiles, c'est plus d'actualité, donc il va falloir qu'on fasse les démarches pour obtenir ces 2 étoiles. Quant au stationnement des camping-cars, effectivement, on parle en particulier d'un propriétaire de camping-car qui est basé à proximité du camping, j'imagine, dans votre question. Et les autres Notre logique. Les autres qui sont sur la oui, mais quand vous me dites que pendant toute la période du confinement,
Autant vous dire que ceux qui sont venus au mois de mai pendant une semaine et qui sont repartis, je vais avoir beaucoup de mal à les faire payer. Cela étant dit, effectivement, on a une personne qui a un camping-car, qui a même plusieurs camping-cars pour être pressé à proximité du camping, et donc on a fait en sorte de lui faire payer effectivement pour toute la période où le camping était fermé. Donc on lui a fait signer une convention ces derniers jours d'ailleurs, donc il va nous payer une redevance pour toute cette période-là. De manière échelonnée, on est sur combien d'euros par jour? Par jour, 5 euros par jour. 150 euros par mois. Ah voilà, oui, 5 euros par jour, c'est bien ça. 150 euros par mois, donc pour la personne en question. Cela étant dit, bon, cette saison, on a géré un petit peu les choses aussi dans l'urgence. Nous, notre position, c'est que quand il y a le camping, tous les camping-cars doivent aller sur le camping. Il ne doit pas y avoir de camping-car ailleurs sur le reste de la commune. Donc, on va prendre l'arrêté correspondant pour faire en sorte que voilà, on va voir comment on l'adapte pour qu'il soit appliqué et un petit peu dissuasif aussi. Et donc on va prendre effectivement toutes les mesures pour que ce soit réellement interdit. On va tâcher de faire appliquer l'interdiction et diriger au maximum les personnes vers le camping. Et la logique effectivement, c'est que tous ceux qui viennent sur la commune payent et utilisent les services qui sont proposés par le camping et qui doivent encore être améliorés pour tout ce qui est vidange, etc. Parce qu'on n'a pas non plus tous les équipements. Actuellement, simplement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient mettre dans la coupe d'égout qui se trouve dans le camping. C'est pas terrible non plus. Voilà. Il faudra installer une borne qui correspond à ce service-là. Puis donc voilà, l'objectif c'est que tout le monde aille effectivement utiliser l'électricité et tous les systèmes de vidange du camping et paye naturellement les services correspondant au camping. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des camping-cars qui aillent se poser en tout point de la commune en sachant qu'on a un camping qui est là pour les accueillir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans toutes les communes où il y a un camping. Peut-être qu'il faudrait le réaménager proprement, bien. Réaménager si on veut que les gens y aillent, parce que autrement, si on n'a pas les bouchons du vinaigre. Réaménager le camping? Non, pas le camping, l'emplacement. L'aire d'accueil. L'aire d'accueil. Oui, c'est des marquages au sol, c'est du nettoiement. Voilà. Et après, je ne trouve pas l'emplacement extraordinaire. Et c'est vrai que tous ces camping-cars, surtout ceux qu'on a actuellement au bord de la rivière, ne donnent pas une image formidable du coin. Donc effectivement, s'ils pouvaient vraiment aller dans le camping, c'est effectivement la solution qu'on peut donner. Et si jamais effectivement on doit en accueillir certains à l'extérieur du camping, il faut les faire payer de la même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la piscine. Oui. On n'en a pas parlé, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un espoir qu'elle soit ouverte cette année ou pas? Alors, je tiens exactement le même discours que j'ai tenu au moment du budget et lors du conseil municipal d'avant du chapiteau. C'est-à-dire que la commune, il n'y a aucun espoir qu'elle débourse 1 centime pour faire fonctionner la piscine en 2020. Parce que c'est pas prévu au budget et parce que, pour toutes les raisons budgétaires et liées au contexte Covid-19 qu'on connaît, on a pris cette décision-là. On avait quand même laissé, vous m'aviez laissé entendre. Cela étant dit, voilà. Septembre, on aurait pu peut-être envisager à l'ouverture des classes peut-être. Après. Cela étant dit, on est tout à fait ouvert à ce que des tiers financent pour ouvrir la piscine à certaines périodes, d'ici à la fin de l'année. Aussi, j'ai eu des demandes du collège de Bray et du collège de Sospel. Je leur ai dit, si le département paye, aucun problème, nous on vous ouvre la piscine. On a aussi des demandes venant, on va dire, des citoyens et du milieu associatif. J'ai dit de la même manière, si on a une association qui a des budgets pour embaucher le maître nageur et on a un coût qui est somme toute assez limité au niveau de l'électricité ou autre, on peut effectivement faire bouger. Donc j'attends d'avoir des propositions de la sorte. Et en fonction, on oubliera, en tout cas on n'oubliera pas la piscine avec un financement mairie pour le grand public. Mais dans le cadre d'activités, soit scolaires, mais donc pas les écoles primaires élémentaires, parce que ce serait à notre charge et qu'on n'a pas les moyens, scolaires pour le collège, ou dans un cadre associatif, on n'est pas du tout fermé et on ne sera pas un élément bloquant. Oui, donc ça laisse clair de perspective parce que au niveau de la participation du département, il y en avait eu uniquement pour les collégiens. Or ceux de Braille, donc ça c'est quand Sospel,
On avait reçu une ou deux fois les CRM aussi, mais bon, ça m'étonnerait que ça soit au-delà de ce nombre-là. Par contre, moi, on avait ouvert une piste avec un accord de principe du président du conseil départemental, Charles-Ange Génésique, pour la création de syndicats mixtes. Et je pense que c'est la solution, ce syndicat mixte. Je rappelle quand même qu'il y a un syndicat mixte à Valberg pour la station de ski qui couvre 90% des coûts de fonctionnement. Bon, peut-être un effort à faire pour la commune nouvelle, pour sa piscine qui a un coût de fonctionnement bien inférieur à la station de ski de Valberg. Et vous savez qu'en disant ça, vous prêchez à des convertis. Il y avait le vœu qui avait été effectué. On a voté unanimement un vœu lors du conseil municipal avec des convertis, quand vous voulez, c'est pas le problème. Voilà, non, mais moi je ne mets pas la religion au milieu de ça. Façon de parler, hein. D'accord. La séance est levée, on peut un petit peu porter à la oui, non, mais c'est bien pour ça que je parle de religion. Hein. Voilà. Donc, mais cela étant, tout converti qu'on est, si on veut faire avancer les choses, on est peut-être au-delà de cette adhésion qui ne peut qu'être adhésion. Il peut y avoir qu'une adhésion. Hein. Il ne faut pas quelqu'un qui s'opposerait à ce que le département paye 90% du coût de fonctionnement de la piscine. Dans cette assemblée-là, il n'y a personne. Donc l'adhésion, elle est unanime. C'est normal. À Val-de-Blore, le financement est à 95%. Ah, tu vois, il y a encore mieux. Hein. Bon. Donc là, il y a ce que je pointe du doigt, hein, c'est que notre vallée, par rapport à ce problème de syndicat mixte, elle est moins beau, elle n'est pas très maltraitée par rapport aux autres vallées. Ça ne se coupe non plus. Hein. Cela étant dit, les syndicats mixtes dans les autres vallées existent depuis très longtemps. Oui, ben oui. Ils ont été créés en particulier pour gérer les stations de ski, ski de piste, ce que nous n'avons pas dans la vallée de la Roya, nous avons une station de ski. Et donc ça existait depuis longtemps. Les piscines en question existent depuis plus longtemps aussi, donc il ne faut pas s'étonner que nos vallées soient un petit peu en décalé là-dessus. Mais on est entièrement d'accord sur le principe, c'est pour ça que je vous ai parlé de prêcher un converti. C'était pas du tout une comparaison religieuse avec votre personne, bien sûr. C'était simplement donc, pour dire qu'on est tous d'accord là-dessus. On a voté un peu là-dessus, et de la même manière que vous, sous votre mandat, vous êtes intervenu pour obtenir la création de ce syndicat mixte, moi aujourd'hui, je suis mobilisé pour obtenir non plus le principe, mais la création de ce syndicat mixte. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est, étant donné que nous sommes tous d'accord sur le principe, de me donner le temps nécessaire pour avoir des résultats. Et en tout cas, mon objectif, c'est que ce syndicat mixte existe pour que la piscine puisse ouvrir l'année prochaine en étant payée par le département et par la CAF, dans le cadre de ce syndicat mixte. Espérons qu'on dépasse ce vœu pieux. Mais bon, on verra. Monsieur Fedon. Au sujet de la piscine, vous avez bien la position du département lors de la création et de l'inauguration de la piscine avait été claire. Vous nous avez fait le forcing pour avoir une piscine, on vous la donne, mais vous vous débrouillez pour l'entretenir. Nous, on n'intervient plus du tout. Et puisque la piscine a été créée par le département, les scolaires, etc., il n'est pas question que vous veniez encore en plus nous demander de l'argent pour accueillir les scolaires. C'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez de syndicat mixte. Il me semble qu'il y a quelques années, en 2010-2014, lorsque la loi a obligé toutes les communes de France à rentrer dans les intercommunalités, c'était pour faire disparaître le plus possible tous les syndicats intercommunaux en particulier, puisque ici il y en a 3 qui ont été supprimés, syndicats de télévision, les 2 syndicats, etc. Or, qu'est-ce qu'on voit après on est en train tranquillement de remettre des syndicats, alors que la loi avait été faite pour donner aux intercommunalités, supprimer tous ces syndicats. Effectivement, il y avait le principe que les intercommunalités remplacent les syndicats intercommunaux. Bon, vous êtes bien placé pour savoir que nous, par exemple, dans la Roya, on a fait exception, hein, puisqu'on a conservé un civil de la Roya parallèlement à la CAF. Par ailleurs, les syndicats mixtes ne sont pas à proprement parler des syndicats intercommunaux. Puisque
que justement, il y a d'autres financeurs. À la limite, si on parle du syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Val-de-Glore, on est plus sur un syndicat départemental qu'intercommunal, parce qu'on a 95% du département. Et si on prend le syndicat des stations du Mercantour, c'est 51% métropole et 49%. Donc finalement, c'est pas un syndicat de communes. C'est pas du tout un syndicat de communes comme ceux qu'on a voulu faire disparaître quand on a créé les intercommunalités, quand on a obligé toutes les communes à adhérer à une intercommunalité. D'autres questions? Moi, je voudrais juste apporter une chose, M. Queneau, peut-être. Les intercommunalités, c'était un gisement de financement des collectivités, pas plus, pas moins. Voilà. La preuve, c'est que maintenant, les communes n'ont même plus le moyen, le pouvoir de gérer leurs taxes, leurs impôts. Ils sont définis par ou la métropole ou les intercommunalités. D'autres remarques? Questions? Les élus du public? Non? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et bien voilà, le conseil municipal est à présent terminé. Il y a déjà deux petites choses que l'on peut dire. C'est alors qu'on s'attendait à une discussion un peu âpre sur la place Brancion, et rapidement un résumé à un vote, et effectivement donc la commune rachètera la maison Guidi pour une somme de plus d'1 million, avec donc tout ce qui est expliqué sur les fonds Barnier, tout ça. La surprise d'aujourd'hui, eh c'est la discussion sur la fibre, la discussion sur le camping, la discussion entamée sur tous ces sujets, on va dire qu'on pourrait penser annexes. Donc voilà, c'est terminé pour ce soir. Je vous, j'ai beaucoup de bruit derrière, hein. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous retrouve demain matin. On va faire 6h30, oui c'est ça, 6h30, 8h. D'ici là, passez une excellente soirée, une très très bonne soirée. Je vous aime, je vous embrasse et merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à Telabrianca. C'était en direct de la Cadbreille et du conseil municipal. Merci beaucoup, bonne soirée.